En fait, c'est un électrochoc pour moi. Et en fait, ma femme me dit, voilà, je suis enceinte, je livre le matin avant d'aller à l'université. Et le soir, en sortant de l'université, je livre aussi, jusqu'à 1 h du matin. Du coup, c'est quoi qui a été vraiment pour toi game changer? Je me suis dit, mais il est où ton rêve, Olivier? Il faut que tu te bouges le cul, tu vois. Et voilà, et petit à petit, en fait, ça a commencé à marcher. Tu fais 350K avec que du low ticket. Le premier mois, on avait 350 000 euros en un mois. J'ai dit à ma femme, ça y est, c'est terminé. On n'aura plus de problème d'argent. Prêt à générer près de 5 millions de chiffre d'affaires. On a plus de 20 000 clips. 1 million tout de suite ou 5 millions dans 5 ans. Salut Olivier. Salut, Ziad. Ce matin, tu es l'invité de Foster Club. Je vais te présenter rapidement. Après, je vais te laisser te présenter également. Tu es entrepreneur depuis maintenant près de 8 ans. Tu accompagnes des entrepreneurs dans différentes niches, secteurs d'activité à mettre en place des stratégies d'acquisition pour monétiser leur trafic. Père de famille, domicilié en Suisse depuis pas longtemps. Tu nous expliqueras aussi pourquoi est-ce que tu as choisi la Suisse. J'ai vu ton build in public. Tu as généré 170 K en 30 jours. Tu fais, tu fais, tu fais des vrais chiffres d'affaires. Moi, je te suis un petit peu sur les réseaux sociaux depuis maintenant plusieurs mois. J'aime beaucoup ton histoire, j'aime beaucoup ta personnalité et surtout la stratégie que tu as mis en place. Et je vais te laisser maintenant te présenter et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Yes, merci pour l'invitation et pour la présentation. Je sais pas qu'est-ce que je peux rajouter. Ouais, tu peux Ouais, le refaire à ta sauce. ouais, je pense que tu l'as bien dit. Je suis père de famille de 3 enfants, domicilié ici en Suisse. Et puis voilà, j'aide les entrepreneurs à scaler en ligne. J'ai développé une méthode avec mon expérience, avec le temps, qui marche bien pour moi et mes clients. Et aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne. Comment est-ce que tu peux scaler en vendant des produits d'appel pour ensuite vendre du high ticket plus facilement. Ok, on y reviendra. J'ai plein de questions à te poser sur ta stratégie. Ouais. Et c'est la particularité de cette stratégie. Mais j'aimerais d'abord qu'on revienne un petit peu sur ton parcours. Je sais que tu n'as pas toujours été infopreneur. Tu as commencé en 2017 avec le dropshipping, je crois. Euh, Ta copine t'annonce qu'elle est enceinte. Tu es étudiant. Tu es livreur de sushi. Tu me dis si je me trompe. Ouais. C'est pas rien. Comment est-ce que tu te lances? Tu avais peu de ressources. Je pense que ça devait pas être facile. Tu devais être Mm. seul. Ouais, ça m'intéresse Ouais, de bien savoir un sûr. petit peu. Alors, l'histoire, en gros, c'est que moi, à la base, je suis du monde de la sociologie. Donc, j'étais Ok. étudiant en sociologie à l'EHESS. Pour ceux qui connaissent à Paris, c'est une école où tu fais des études en recherche, en sciences sociales. Mais il n'y a rien de concret, tu vois. Et pendant la période où j'étais en master, c'est une période où on vivait à Paris avec ma femme en colocation, dans la même chambre. Et c'était un peu la galère au niveau financier, tu vois. Je finançais mes études en faisant des livraisons, etc. Et en fait, un jour, ma femme m'envoie un message alors que j'étais en cours de théâtre. J'avais démarré ça un peu pour sortir de ma zone de confort, parce qu'à la base, moi, je suis très introverti comme personne. Enfin, je suis toujours, tu vois, mais je fais des efforts du coup pour sortir de ça. Et ma femme m'envoie un message. Elle me dit, Olivier, il faut que tu viennes vite. Et, euh, et en fait, tu vois, ce genre de message, ça trompe pas, quoi. Donc j'arrive, je sors de mon cours, j'arrive chez moi. Ma femme, elle me tend une boîte en métal. Et à l'intérieur, il y avait des petits confettis. Il y avait des Kinder Surprise. Et tout au fond, je gratte. Je prends la boîte comme ça, je gratte. Tout au fond, il y avait un test de grossesse qui était positif. Et en fait, ma femme me dit, voilà, je suis enceinte. Enfin, c'était ma petite copine à l'époque, hein, on Ok. était, voilà, on vivait ensemble, mais en fait, c'est un électrochoc pour moi. Je ne J'en m'attendais doute pas pas. du tout à ça. Il n'y a pas de ressources financières, il n'y a pas de plan. Je ne suis pas du tout structuré pour devenir père. Et donc, ça, c'est la réalité qui me reprend en pleine face, tu vois. Il faut être dans le concret. Et donc, j'utilise en gros les compétences que j'ai, qui sont l'analyse des groupes humains, l'analyse de la psychologie humaine. C'est des choses dans lesquelles je veux aller très profondément. Et c'est de la passion pour moi. Sauf que ça m'a jamais rapporté d'argent. Et donc là, je faisais des courses à vélo
pour et préparer la grossesse comme je pouvais, tu vois. Mais j'avais bien conscience que, il fallait que j'ai un plan long terme pour vraiment générer de l'argent et voir mes enfants grandir parce que c'était le but, quoi. Je pouvais pas, je pouvais pas trouver un job. De toute façon, j'étais pas employable à l'époque. Mhm. J'avais zéro compétence T'avais concrète, quel quoi. âge à l'époque? 28 ans. 28 ans. Ouais. Ouais. Et, donc, je livre le matin avant d'aller à l'université. Je livre des sushis, etc. Incroyable. Après, je vais à l'université, tu vois, je passe mon master, Ok. je rends mon mémoire. Et le soir, en sortant de l'université, je livre aussi, jusqu'à 1h du matin, tu vois, j'arrêtais pas. Et je me rappelle très bien, même un jour, j'ai eu un électrochoc. J'étais en train de livrer des sushis et je vois, tu sais, sur l'application, tu vois les noms des personnes que tu livres. C'est une personne connue, un écrivain qui passe à la télé, tu vois. Et je Ok. me dis, lui, tiens, il va me donner un pourboire, tu vois. Et j'étais comme un fou, donc je pédale sous la pluie, sur mon vélo, tu vois, j'avais même pas d'argent pour m'acheter un scooter. Et j'arrive devant la porte, c'était un manoir Ok. en plein Paris, assez impressionnant. Et donc cette personne-là m'ouvre la porte et me dit tu te fous de ma gueule, t'es en retard, ça fait une demi-heure que je t'attends, je suis en rendez-vous à cause de toi, je suis en retard. Et le mec, il prend mes sushis comme ça, fait. Tu sais, il prend mes sushis, il me dit même pas merci, même pas au revoir, rien. Claque la Catastrophe. porte comme ça. Et moi, je me retrouve, tu sais, j'étais là, devant la porte, il pleuvait, je dégoulinais, j'étais avec mon casque vélo à l'arrache. Je me dis, Mhm. putain, mais ma vie, elle ressemble à ça, en fait. Ouais. Et là, t'as Et tu vois, cas de conscience. l'électrochoc. Et moi, quand j'étais gosse, je rêvais de liberté, tu vois, je voulais devenir footballeur professionnel parce que c'était la moyen de sortir de ma condition. Je Mhm. voulais devenir riche, je voulais pouvoir voyager et tout. Et là, je me suis dit, mais il est où ton rêve, Olivier? Il faut que tu te bouges le cul, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches sur le business en ligne et tout, tu Ok. vois. Tu t'es directement dirigé vers le business en ligne. Business en ligne, ouais, Ouais. ouais, parce que C'était j'avais intuitif. pas les moyens, tu vois, d'investir dans un business physique parce que quand t'as pas de capital, en fait, Ouais. le plus simple, c'est le business en ligne. Ouais. Et, et en fait, sur YouTube, tu tapes des recherches, voilà, lancer son business et tout, et tu tombes sur des vidéos dropshipping ou Ah autre, bah, c'est les premiers trucs qui et tu apparaissent. commences à démarrer, quoi. Et donc, du coup, tu démarres avec le dropshipping. Ouais. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est, tu dis, je suis introverti, j'ai pas de ressources, j'ai pas forcément l'âme d'un entrepreneur, mais tu as eu l'intelligence euh, d'exploiter ta zone de génie, qui était cette prédestination que tu avais. Tu me dis, j'ai le fait de comprendre les gens, la sociologie, Mhm. la science comportementale, et, euh, et le fait que tu aies eu ce cas de conscience, que tu as eu l'intelligence de comprendre que En fait, finalement ton point fort, c'est ouais, ça. je pense que c'est de l'intuition, tu vois. Ouais. Mais Ouais, mais c'est c'est pas donné à important, tout le monde. ouais. C'est pas à tout le monde. Enfin, tu vois, souvent c'est ce que je dis aux gens avec qui je travaille ou qu'on accompagne nous aussi. C'est d'essayer effectivement de faire une introspective et Mm. vraiment de voir où se trouvent nos points forts, nos points faibles, notre zone de génie, de l'identifier. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas un exercice facile. Et tu vois, Ouais. toi, tu as eu tout de suite ce réflexe de dire, bon, bah moi, mon point fort, c'est ça. Et du coup, je vais l'exploiter. Ouais, 100%. Si je devais donner un conseil, c'est vraiment analyse tes forces et capitalise dessus. Carrément. Après, voilà, moi dans ma situation, c'est vrai que j'ai fait un peu tout ce qui me passait par la tête, quoi. J'ai fait plein d'erreurs aussi. Ouais, Je pense que tu j'en dois doute passer par pas. là, c'est le chemin normal, tu vois. Ouais, ouais. Moi, je dis toujours, les erreurs, les échecs, c'est l'école de la vie. C'est la meilleure formation au monde. Donc, euh, Ouais, il n'y a c'est pas de clair. succès Ah, sans tu dois faire échec. des erreurs. C'est Après, obligatoire. il y a beaucoup de gens qui disent ça, tu vois, tu dois faire des erreurs, etc. C'est à nuancer quand même parce que tu peux pas te lancer dans n'importe quoi et faire tout ce qui te passe par la tête, tu vois. Il y a un framework à respecter. Il faut, en fait, il faut modéliser ce qui marche, tu vois. Donc, modéliser, si tu vois des personnes qui cartonnent, essaie de regarder ce qui fait la clé de leur succès. Bien sûr, Tu peux pas copier non bien plus des sûr. personnes qui sont trop loin de toi. Ça sert à rien parce qu'ils ont des ressources que tu n'as pas. Mais essaie de voir en fait ce qui marche autour de toi et ce qui pourrait, tu pourrais utiliser en force et commencer un business model qui fonctionne, quoi. Pars 100%. pas dans tous les sens non plus, faire des erreurs, tu vas Non, perdre ton carrément. temps, quoi. 100%. Ensuite, donc, tu dis dropshipping. Donc, tu commences comment avec le dropshipping? Tu vends quoi? Moi, Dropshipping, franchement, j'ai vendu un peu de tout et n'importe quoi, tu vois. Le premier truc qui a marché pour moi, c'est quand j'ai fait une boutique de poussettes parce que j'étais ok, père, tu vois. ok. Je me suis rendu compte que en fait, une poussette, ça coûtait super cher et qu'en Chine, tu pouvais avoir ça pour un Ouais. dixième du prix. Mm. Donc, j'ai commencé à importer des poussettes et tout. Et un jour, en fait, ça marchait bien. J'avais un funnel qui tournait bien et tout. Ok, Je faisais mes 10K par mois récurrents. ok. T'étais rentable.
J'étais rentable, ouais. Et puis, en fait, j'ai pris toutes mes économies. Ça fait plusieurs mois que ça marchait bien. Mhm. Et j'ai importé un conteneur de poussettes. Euh, et en fait, le truc, j'avais pas conscience, tu vois, mais quand tu importes ce genre de produits, c'est les produits les plus difficiles à importer quand tu démarres. Parce que au niveau des normes, c'est ce qui est le plus difficile à importer. Ok. Et Donc en du fait, coup, quand c'est... je m'excuse, tu faisais le business, tu faisais le modèle dropshipping physique, c'est-à-dire que tu faisais stock, tu importais ton stock sur place et puis ensuite tu le Non. vendais. En fait, au départ, moi, je faisais du dropshipping normal, tu vois. Classique. J'avais pas ma Ok. marque, j'importais juste des produits, Ok. ça partait direct chez le client. Ça partait directement Ouais, depuis le fournisseur. Ok. exactement. Sauf que, bah, tu sais, c'est de plus en plus difficile. Surtout aujourd'hui, la dropshipping, c'est quand tu démarres, que tu n'as pas de Ouais, bien sûr. compétences, c'est pas du tout le truc à démarrer. Ouais. Et déjà à l'époque, ça commençait à être difficile. Il y avait de plus en plus de concurrents Saturé. et tout. Ouais. Donc il fallait faire de la qualité, et poser ta marque et faire du storytelling sur ta marque. Et moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Sauf que quand j'ai importé le conteneur de poussettes, il manquait des labels, des trucs en fait qui étaient obligatoires, tu vois. Ouais. Et j'ai été mal conseillé. Et donc j'ai perdu tout mon argent. Parce que j'étais obligé de détruire en fait le stock complet. Ok. On m'a dit, voilà, soit tu détruis le stock à tes frais, soit tu renvoies le container à tes frais aussi. Ok. Et en fait, ça coûtait moins cher que de détruire. Et du coup, j'ai perdu toutes mes économies comme ça. Hmm. Et à cette époque-là, c'était la période Covid. J'allais y venir. Et voilà, donc c'était le bon moment pour changer de business model, Ok. quoi. Donc c'est pendant le Covid que tu bascules vers l'infoprenariat, c'est ça? Ouais. En fait, après cette expérience-là, je me suis dit, c'est terminé, je veux plus dealer avec des problèmes de shipping, Ouais. etc. Ok. Je veux plus avoir de produits physiques dans les mains. C'est terminé, c'est trop compliqué. Et je voyais qu'en fait, il y avait un business model parallèle qui était en train de booster, de performer Hmm. sur la vente de formation en ligne. Et donc, je me suis formé là-dessus. Et j'ai commencé à analyser tout ce qui se faisait aux US sur les créations de funnels, les publicités. Donc je rentrais je cliquais sur toutes les publicités que je voyais aux US. Je rentrais dans tous les funnels et je faisais des scans des pages. Ok. Je scannais toutes les pages, j'analysais, etc. Je réécrivais des trucs. J'essayais de modéliser ce qui marchait là-bas. Et voilà, et petit à petit, en fait, ça commençait à marcher. Au début, je commençais à vendre des recettes, par exemple, une recette par jour, tu vois, je vendais des abonnements. Et, et j'avais stabilisé en fait mes 10 cas par mois comme ça. Ok. Mais j'avais pas de frais autres que de la publicité. Sans montrer mon visage ni rien. Et un jour, je lance, donc pendant la période Covid, je me dis, putain, tous les gens, ils sont bloqués chez eux, ils ont peur de mourir, c'est l'anxiété à fond, tu vois. En fait, il y a plein de gens qui étaient dans ce cas-là. Et, euh, et je me suis dit, c'est le bon moment pour lancer un tunnel sur la relaxation, tu vois, sur la Je méditation. crois que pendant le Covid, ça a marché pour tout le monde, hein. Ouais, Tous ceux qui étaient sur Internet à ce franchement, moment-là, ils se c'était sont. facile, ouais. Ouais, c'était. C'était le bon moment, en fait, de vendre des Hmm. formations en ligne. Effectivement. C'était le plus facile. Tout le monde était en train d'acheter, c'était facile. Et donc moi j'avais plusieurs tunnels qui tournaient bien. Ok. Et là je voulais juste doubler mes revenus. Et quand j'ai lancé le tunnel sur la méditation, avec un bon storytelling, j'avais vraiment mâché le truc super propre et tout. Et le premier mois on a fait 350 000 euros Oh, en un mois incroyable. de vente, que sur ce Incroyable. tunnel-là. Incroyable. Et Concrètement, tu vendais quoi? Parce que alors là, ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est donc tu bascules vers l'infoprenariat, tu comprends qu'il y a une opportunité pendant le mm, Covid, ouais. mais tu te diriges vers des secteurs d'activité et des niches dans lesquelles tu n'as pas d'expertise. Bah, Et en tu fait fais si de tu veux, l'argent dans des niches où tu n'as pas je d'expertise, connaissais quand ouais, même. ou alors ok peut-être En fait là où c'est important ce que tu dis, tu as besoin de connaître l'avatar client, tu vois. Après, il y a certaines personnes pour qui c'est plus facile de se mettre à la place des autres, tu vois. Moi, j'ai cette capacité naturelle empathique, à me mhm, mettre à la place des autres. mhm, Et du coup, pour moi, c'est intuitif. Surtout que quand je résous un problème dans la perte de poids, par exemple, c'est quelque chose que je connais, tu vois. Parce que dans ma famille ou de l'entourage, je sais le problème que c'est. Quand je lance un tunnel sur la méditation, la relaxation et tout, je sais aussi, j'étais à fond dans la méditation à ce moment-là. ok. Et c'est pour ça que ça a marché, parce que j'avais les bons mots, je savais exactement quel problème j'allais résoudre. C'était Ok. juste une formation pour comment méditer quand t'es pas expert, tu vois. C'était juste un truc Et comme ça. concrètement, donc du coup, le produit, c'est quoi? C'est des cours de Des cours méditation, de méditation, un des audios accompagnement. de relaxation, Ok. des conseils pour visualiser. Il y avait un exercice par jour, une méditation par jour. Et après, il y avait des modèles pour apprendre à méditer quand tu connais rien, quoi. Ok.
Et puis, tu avais du coaching, tu avais de l'accompagnement ou c'était vraiment du Non, do it by yourself? que du low ticket. Ok, Il n'y avait pas d'accompagnement, d'accord. zéro Ok, accompagnement. incroyable. Ouais. Et tu fais 350K Ouais. sur un tunnel de vente. En fait, le premier jour, je mets 500 € par jour. Ok, J'avais un bon budget, tu vois, je me suis dit, il ouais, faut pas que je loupe le train. Et j'ai augmenté, je doublais le budget tous les jours, jusqu'à ce que incroyable. je mette 5 000 € par jour, le jour de mon anniversaire, je me rappelle encore. Euh, j'ai j'ai dit à ma femme, j'avais mis 5 000 € la veille, je me lève le matin, je vois 12 000 € sur mon Stripe, tu vois, je rafraîchis le Stripe, c'était le matin. Ok, Et j'ai dit à ma femme, ça y est, c'est terminé, on n'aura ouais, plus de problème plus de problème d'argent et tout. d'argent. Enfin, moi, j'étais dans l'idée, tu sais, ça y est, c'est fini, on est à la retraite, quoi. Je me suis pris une bonne claque après, mais Ouais, ouais, c'était un truc de fou, le Covid. Et à la fin du mois, les gens, ils se recommandaient entre eux, ils mettaient des messages partout. J'avais pris le bon angle, en fait, au ouais. bon moment, tu vois. Et Hyper ça a intéressant, cartonné. Ouais. hyper intéressant. Mais du coup, c'est quoi qui a été vraiment pour toi game changer? À quel moment il y a tout qui bascule? Vraiment où tu passes de je suis rentable, je gagne ma vie Mm. à j'ai trouvé le hack et je Mm. sais que maintenant. En fait, c'est la cristallisation de tous les échecs et frustrations que j'avais fait pendant le passé. Tu vois. Avant qu'il m'arrive ce truc-là, j'avais déjà fait 4 ans de lancement de tunnel, tu vois. Ok, Lancement de site ou de tunnel, de publicité en ligne et tout. Donc ça a cristallisé toutes les compétences que j'avais. Et j'ai lancé le bon truc au bon moment, tu vois. Il y a le part de chance. donc pour toi, c'est une question de timing. Il y a beaucoup de timing et il y a Ouais, beaucoup d'itération. Je lance des trucs, je regarde ce qui marche, je regarde ce qui marche pas, j'améliore. Et en fait, tu vois, on passe tous par la traversée du désert où tu mets beaucoup d'efforts et tu as peu de résultats. Et en fait, le plus dur, c'est juste de ne pas abandonner. Parce que c'est comme si t'es dans le désert, euh, il y a un puits, tu vois, au milieu, il y a des gens qui te regardent et tout le monde te dit, oui, il y a ce puits, mais de toute façon, il n'y a pas d'eau. Ça sert à rien de pomper, il n'y a pas d'eau. Il y a une pompe et toi, tu es là, tu pompes, parce que tu as la conviction, tu sais qu'il y a de l'eau. Tu pompes, tu pompes, tu pompes, tout le monde te regarde, te dit arrête de dépenser ton énergie pour rien. Mais toi, tu es convaincu qu'il y a de l'eau, tu vois. Et à partir du moment où tu t'arrêtes de pomper, en fait, l'eau, elle redescend. T'abandonnes, c'est terminé. ouais, bien sûr. Et si tu t'arrêtes jamais, au bout d'un moment, l'eau, elle va jaillir et elle s'arrête plus jamais de jaillir. Donc c'est pour toi, c'est quoi? C'est la résilience, c'est l'effet C'est, cumulé. c'est la conviction, il faut jamais s'arrêter. Ouais. Et c'est l'effet cumulé des heures et des heures d'apprentissage que tu as mis dans un truc. Et là, avec du recul, si par exemple tu te dis, bon, qu'est-ce qui techniquement, je parle vraiment concrètement dans la technique, dans l'implémentation de tes business, quand tu prends du recul, qu'est-ce que tu faisais beaucoup moins bien à l'époque quand tu faisais du dropshipping, Hmm. que tu maîtrises aujourd'hui parfaitement et qui, selon toi, fait la différence Là, vraiment quand c'était, tu là, c'était, lances un... là, c'est simple. C'était le mécanisme unique qui s'insère dans un problème actuel. Donc, en fait, le mécanisme unique, c'est en quoi est-ce que ta méthode elle est différente des autres. Ça, c'est hyper important, Ok. surtout quand tu es un marché saturé où il y a beaucoup d'argent. Fitness, make money, Ouais. là, la relaxation ou autre. Il faut trouver un mécanisme qui te différencie de tous les autres. Toi, quand tu parles de ton truc, tout le monde dit waouh, putain, ok, c'est super Mhm. intéressant. Donc, j'avais capté ça, puis j'avais regardé tout ce que faisaient mes concurrents et j'avais analysé tous les commentaires dans les publicités. Il y avait une question qui revenait tout le temps. Et en fait, moi, j'ai capté ça et j'ai créé le produit au bon moment sur la bonne thématique, tu vois, avec le Ok. bon mécanisme. Après, euh, ça, j'ai su le faire parce que j'avais des heures et des heures d'apprentissage. Bien sûr. J'avais écrit des textes qui marchaient pas. Après, j'avais amélioré. Je voyais qu'il y avait des trucs qui marchaient plus que d'autres, tu vois. C'est juste qu'en fait, il faut se lancer, il faut faire des trucs, quoi. Ouais. Ouais. Maintenant, si je prends... je repose une question, elle est un peu similaire, mais sur le processus d'acquisition dans son ensemble. Si tu devais sélectionner une étape, une seule, tu prends l'entonnoir de conversion, Mhm. ok, de n'importe quelle niche, de n'importe quel business en ligne, quelle serait selon toi la partie la plus importante de Ah, l'entonnoir? c'est Est-ce que la... c'est le setting? Est-ce que c'est le Non, positionnement? Est-ce que c'est c'est la l'offre? recherche. Il faut que tu fasses une recherche approfondie de à qui tu parles et que tu saches exactement les mots qu'il utilise. Utiliser les bons mots, trouver les bonnes douleurs et adresser la bonne solution qui va lui parler à son niveau de conscience. Ok, Et tu dois savoir vraiment à qui tu parles, quel est son niveau de conscience. Est-ce qu'il a conscience de son problème, oui ou non? ok, Euh, Si tu vends des pilules pour perdre du poids, est-ce que la personne a conscience que cette pilule-là va l'aider? Par ok, exemple, si à l'intérieur de cette pilule, il y a, je sais pas, une molécule spécifique, est-ce qu'elle connaît la molécule ou pas?
Si elle ne connaît pas la molécule, ça veut dire qu'elle ne connaît pas la solution. Est-ce qu'elle sait qu'elle a des problèmes de poids? Est-ce qu'elle sait qu'elle a des problèmes de santé? Oui ou non? Donc selon toi, c'est vraiment primordial, le point clé, c'est de connaître son avatar. C'est très Vraiment de important. rentrer dans sa En fait, tête. c'est le travail que personne ne fait. Ouais. Mais si tu le fais bien, bah, tous les autres, ils sont derrière toi. Tu laisses la concurrence Ouais, derrière c'est toi. c'est trop important. Bien Ok. connaître son avatar client, bien connaître son marché. Qu'est-ce que les autres proposent sur mon marché, mes concurrents? Que moi, je peux proposer différemment, mieux et avec un autre angle marketing. Ouais. Quel est le Ok. nouveau problème actuel du marché aussi? Parce que le marché, il change tout le temps. Bien sûr, il Les évolue. Et il problèmes, évolue super vite. ils évoluent tout le temps. Ouais, Les ouais, bien nouvelles sûr. solutions, il y en a plein qui apparaissent. Carrément. Et donc, toi, en fait, il faut que tu arrives à saisir la bonne nouvelle solution au bon moment, avec le nouveau 100%. problème actuel, tu vois. Ouais, ouais, je Mm. suis assez d'accord avec toi. Ouais. Donc du coup, parle-moi un petit peu de ta stratégie. Qu'est-ce qui, bah, bah, qu'est-ce qui est différenciant dans ce que tu proposes Mm. et elle est où ta particularité? Ouais. Moi, ce que je fais, c'est que Parce qu'aujourd'hui, je vends des je gens vends du low qui... ticket, Ouais, des mini-formations qui sont un peu comme des friandises que tu as dans le magasin, qui te donnent faim, qui te donnent envie d'aller acheter quelque chose d'autre. mhm, Et, euh, et donc ça, c'est quelque chose que je mets en place parce que c'est quelque chose que je maîtrise. Le low ticket, c'est quelque chose que je maîtrise. Voilà, je sais que c'est puissant. Aux US, tout le monde utilise le low ticket. Tous ceux qui dépensent de l'argent en ads, ils ont des low tickets pour rentabiliser les ads. Et donc aujourd'hui, je propose ça. Euh, Parce que c'est un truc que je maîtrise bien et que ça marche. Si tu veux, pendant la période du Covid, c'est la période où j'ai scalé, je vendais que du low ticket, etc. Je vendais pas d'high ticket. ok. Sauf qu'après, les publicités ont commencé à devenir de plus en plus chères. Mhm, Et donc, il fallait absolument, si tu voulais être rentable, avoir un back-end solide, c'est-à-dire des formations beaucoup plus chères. Et en fait, ce que je faisais, c'est que j'en vendais du low ticket, je rentabilisais mes ads, ça me faisait des leads gratuits, qualifiés. Et tous ceux qui avaient acheté le low ticket, je leur proposais une solution plus chère derrière. ok. Tu as commencé à vendre le high ticket à quel moment? 2022, Ok, on a créé une plateforme en ligne qui s'appelle ok. BodyMind pour accompagner les femmes à se sentir mieux dans leur corps. Et on vendait que du low ticket en front. Et donc, on dépensait beaucoup d'argent en publicité. Ça permettait d'avoir des leads qualifiés et de les filtrer à l'entrée. Ah, Et après, derrière, on leur proposait un rendez-vous gratuit pour faire une analyse de leur situation personnalisée. Et on leur vendait un accompagnement hyper premium avec 3 coachs, etc. C'était un truc super léché. ok. Et derrière, on pouvait facturer beaucoup plus cher. J'ai cru comprendre qu'à un moment donné, tu avais une structure et je sais que tu avais plusieurs closers, je sais que tu avais Ouais, plusieurs. Vous étiez une équipe de près de 15 personnes. ouais, mais Euh, il y avait 12 coachs et il y avait 10 personnes dans la sales team. ok. Si En tu tout, peux on nous était parler un petit 25, peu de quoi. ce modèle, parce que je sais que c'est Ouais. quelque chose qui t'a beaucoup. Qui a eu pas mal d'impact et, sur les décisions que tu as prises ensuite. Tu dis, je crois, j'ai vu dans un de tes Mm. podcasts que tu as frôlé le burn-out. Ouais, 100%. En fait, c'était une période où je voulais croître, tu vois. Je voulais toujours être plus gros, plus gros, plus gros, un peu par ego. Et donc, je regardais le chiffre d'affaires. Et ce qu'on avait fait, donc nous, vu qu'on voulait avoir un accompagnement hyper pro, qualitatif et tout, on avait recruté 3 coachs pour accompagner une personne. Et donc, en fait, le client se faisait accompagner par une psychothérapeute, Ok. une naturopathe et une coach sportive. Et vu qu'on avait beaucoup de clients, on accompagnait plus de 2000 femmes, on a recruté 12 coachs au total. Et donc, il fallait gérer la partie management des coachs, Ok. mais aussi la partie vente. Donc, il fallait des setters qui appelaient tout le monde au téléphone. Il n'y avait pas d'IA à l'époque. Et il y avait des closers qui prenaient les rendez-vous et qui closaient. Et donc, ça faisait beaucoup de monde. Tu vois. Au bout d'un moment, en fait, moi, j'étais un peu partout. On ne me voyait pas sur la caméra, tu vois, Ouais, parce que ouais. j'étais en back-end. Ouais. C'est moi qui faisais le marketing. Je recrutais tout le monde, je payais Ok. tout le monde et Tu tout. coachais aussi ou... Non, je coachais Non. pas. Ok. On avait des coachs qui faisaient ça, quoi. Ouais. Mais il fallait gérer en fait, il fallait manager les gens, il fallait manager l'équipe de vente, il fallait tout gérer, gérer les publicités, c'est moi qui scriptais tout et tout. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. En fait, je me disais, si je fais le ratio en fait de l'énergie que je mets là-dedans Mhm. et ce que j'en retire en retour, c'était pas bon parce que je travaillais beaucoup trop. J'avais peu de temps pour moi, beaucoup de stress à gérer les gens. Parce que quand tu gères les humains, Ouais, c'est bien pas comme sûr. si C'est tu gères des pubs, énergivore. tu vois. Ouais, là, Moi, c'est j'avais énergivore. l'habitude de gérer des pubs et c'était terminé. Là, il faut gérer des humains, il faut manager les gens. Mm. Les closers, s'ils sont malades le lendemain, il faut recruter quelqu'un d'autre. Enfin, c'est toujours compliqué à gérer. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, à cette plateforme, je voulais la vendre à l'époque. Ce sera invendable parce qu'il y a Ok. trop de management à faire, il y a rien qui est structuré et tout ça. J'arrête. Je vais me concentrer sur ma personal brand parce que j'avais la conviction que c'était ça qui allait marcher, qui était important pour moi. Et aujourd'hui, je suis complètement en accord avec le fait que, vu que l'IA
se développe de plus en plus, il Mhm. faut que tu crées de la confiance avec ton audience. Il faut parler de ton histoire, il faut parler de qui tu es et tout ça. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancé sur les réseaux. J'accompagne aujourd'hui les coachs et les entrepreneurs à scaler, quoi. Et le fait que tu dis, ouais, j'ai voulu la vendre, la plateforme, et puis du coup, tu recommences tout à zéro, c'est ça? C'est-à-dire Ouais. tu stoppes ce modèle-là, Mm. tu stoppes cette niche, et puis tu recommences, tu repars en solopreneur, et Ouais, tu je pars à recommences, zéro. tu En fait, recommences à zéro. la plateforme, je l'ai donnée au coach et puis je suis parti à zéro en mode je T'aurais prends des clients en pas, test. t'aurais Et pas eu meilleur temps d'essayer peut-être, je sais pas, est-ce que ça t'a pas traversé l'esprit d'engager un directeur opérationnel ou non, impossible. impossible? En fait, c'était moi le cerveau de l'entreprise. Et si moi je sors, il n'y avait plus rien dans l'entreprise. Ok. C'est moi qui avait la stratégie marketing. Personne ne pouvait faire ce que je faisais. Parce que d'ailleurs, tu vois, aujourd'hui, j'essaie de former les gens pour faire ce que je fais. Mhm. C'est-à-dire le modèle low ticket, avoir les bons angles, tester Ouais, les bons angles en as. ouais. Comment avoir la cohérence dans le funnel pour vendre du high ticket et tout. C'était trop compliqué en fait à déléguer. Et j'ai essayé, hein, mais il n'y a personne qui avait la compétence. Et après, il fallait gérer les closers et tout. Trouver un bon sales manager en France, c'est très compliqué. Ouais, je sais. Surtout quand tu es sur Traffic Cold et tout. Ouais, bien sûr. Donc, non, je me suis dit, non, laisse tomber. De toute façon, j'en avais marre, moi. Parce que Ok. même si tu délègues à un directeur opérationnel, c'est toi qui est responsable des Ouais. problèmes. T'as tenu cette structure combien de temps? 2 ans, 2 ans et demi. 2 ans. Ouais. Tu dis, j'ai accompagné 2000 femmes. Ton high ticket, il était à combien? Tu le vendais à 3 000 combien? euros. Enfin, Ok. 2 700 euros. Ok. Donc, t'as généré près de 5 millions de chiffre d'affaires Ouais. en 2 ans. Au total, on a généré 5 millions sur les 5 ans que j'ai vendu des formations en ligne. Ok. Sur la partie high ticket, c'est pas là où j'ai fait le plus de chiffres. Parce Ok. qu'en vrai, c'est toute la partie low ticket que j'ai fait. C'est là où on a fait le plus de chiffres. On a plus de 20 000 clients en totalité sur tous les funnels qu'on a lancés. Moi, ce qui me frappe le plus quand j'entends tout ça, parce que je reviens à ces 350 000 francs que tu as fait en quelques semaines avec que du low ticket. Ouais. Et c'est rentable. C'est-à-dire que est-ce que c'est 350 000 francs de chiffre d'affaires qui viennent absorber 300 000 francs de publicité, ou est-ce qu'il y a une marge, Non, il y a une non, marge de bénéfice on était importante? sur des grosses marges là. Ouais. Ok, Ouais. ok. Tu avais un coût d'acquisition, C'est du ROI x3 c'est minimum. du ROI x3, Ouais. ok. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est dingue. Je me rappelle quand je l'ai lancé au début, on était sur ROI x10 quand je Ouais, dépensais 500 euros par jour. ouais. Je mettais 500 euros, j'encaissais 5000. Et en fait, plus tu augmentes les budgets, plus le ROI baisse, mais c'était énorme. Pour du low ticket aujourd'hui, c'est. Quand j'ai un client qui a un ROI x3 sur son low ticket, euh, Ouais, je trouve que c'est c'est déjà good. énorme. Ouais, Ouais, je c'est trouve que énorme. j'allais te dire, Ouais, c'est rare. ouais. Et pour que ceux qui nous regardent comprennent un petit peu, euh, ton low ticket, tu le structures comment? Du coup, tu as un produit d'appel avec un prix extrêmement bas, mais j'imagine que euh, quand le client arrive sur le tunnel de vente, il y a des upsells qui vont lui être Ouais, proposés de manière à le diriger vers d'autres produits ouais, t'es obligé, ouais. pour augmenter le panier moyen du client. Aujourd'hui, c'est important en fait, quand tu crées un produit low ticket, il faut l'imaginer un peu comme une voiture, tu vois, chez un concessionnaire. Tu as la voiture idéale et quand ils la conçoivent, la voiture idéale, ils mettent toutes les options, les full options. Et après, le client il choisit s'il les prend ou pas les options. Bien sûr. Donc toi, c'est un peu pareil. Quand tu crées ton produit, tu crées full option avec toutes les possibilités d'avoir des templates pour accélérer le processus, un petit accompagnement ou alors tu ajoutes des trucs. Il faut vraiment penser le truc pour avoir le maximum de résultats en le plus court laps de temps pour ton Mhm, client mhm. avec un quick win rapide et le moins d'efforts possible. Donc tu essaies de faire ça. Une fois que tu as ça, après tu découpes en options. Donc il y a en upsell, on va mettre ça. Ouais. Donc ça, c'est upsell, c'est une fois que la personne a acheté, directement juste après, on lui propose un truc supplémentaire, un peu plus cher. Tu as un produit bump, on appelle un bump, c'est ce qui est sur le bon de commande. C'est pareil, c'est un produit additionnel qui est plus cher que le produit initial. Yes. Et donc ça te permet d'augmenter le panier moyen comme ça. Parce que le meilleur moment pour proposer quelque chose d'autre à ton client, c'est quand il vient d'acheter. Ouais, bien sûr. Il est dans le, tu sais, Ouais, il est dans le dopamine, quoi. ouais, Les gens, ils adorent acheter. Donc ils achètent, ils sont dans le dopamine. Boum, directement, tu proposes quelque chose d'autre, encore plus sexy. clairement. Et Clairement. tu augmentes ton panier moyen comme ça. Ok. Et donc, du coup, aujourd'hui, ta structure, tu es sorti de ce modèle où tu as plein de closers, plein de setters, plein Ouais, hein. d'employés. Mm. Et
je sais que tu génères plus de 100 000 francs de chiffre d'affaires par mois. Vous êtes combien dans ton équipe? Là, actuellement, il y a moi plus mon directeur opérationnel. Ok, Et on a. Ça dépend combien de clients on a, tu vois. Mais là, j'ai deux copywriters full-time. C'est des ok, personnes qui travaillent avec moi depuis longtemps. Ils ont fait beaucoup de funnels avec moi et tout. excellent. Donc, la core team, c'est ça. Ok. Après, on a Ouais, tu as quelques, des voilà, des prestataires monteurs, extérieurs. quelqu'un qui gère les ads, on a quelqu'un qui gère le SAV. Mais c'est pas la team, quoi. Et c'est quoi tes ambitions? C'est quoi tes 2025, 2026? C'est quoi ton objectif? Là, l'objectif pour moi, c'est stabiliser, tu Ok, vois, les 100 cas par mois, d'avoir une équipe qui est réduite, mais que des tireurs d'élite. Je veux que des mecs qui sont hyper bons. ok, Je veux avoir la meilleure équipe marketing du marché. Et ils sont à mon image parce que quand je recrute quelqu'un, euh, il vient souvent parce qu'il a envie d'être formé par moi et tout ça, de mon expérience. Donc, et c'est ce que je dis aussi à mes clients, tu peux déléguer que ce que tu maîtrises. bien Donc, sûr. il faut quand même avoir ton œil partout. Et donc moi, mon but, c'est stabiliser, avoir une super satisfaction client Ouais, et de pouvoir travailler 4 à 5 heures par jour maximum pour être avec ok. ma famille, parce que c'est le plus important Tu as pour quand moi. même vocation à scaler, tu as des objectifs quantifiés, Oui, mais pas cette année, tu 300, vois. 400, 500, 1 million de chiffre d'affaires par mois? Pas cette année, c'est pas mon ambition. Je Ok, sais que il y aurait potentiel, mais vu que je viens de lancer mon truc, euh, j'ai pas la structure pour accueillir autant de clients, tu vois. Et je sais que c'est le meilleur moyen de me griller et j'ai envie de rester sur le long terme. Enfin, moi, je suis installé ouais, ici pour être là pendant 10 ans, tu vois. bien sûr. Donc ma Mais je pense que personal c'est la brand, bonne mentalité aussi. ouais, c'est mon plus gros capital. En fait, c'est ma personal brand. Donc je veux absolument faire les choses step by step. J'ai pas besoin Ouais, d'aller plus vite, tu vois. Pour moi, 100 cas par mois, c'est déjà. bien sûr. Je suis là très bien, tu vois. Je paye ma team, je mets de la trésor de côté et je stabilise pour les prochains mois. Parce que je sais que si je veux scaler, par exemple, je vais mettre 100 000 euros en pub, bah, j'ai grillé toute ma trésor. Ouais, Si derrière les clients sont pas contents, ça sert à rien de scaler comme ça, tu vois. Donc 100%. non, step by step. 100%. Je sais aussi que tu es père de famille. Ouais. Tu as 3 enfants, je crois. Et comment tu concilies vie de famille, entrepreneur? Voilà, je pense que Ouais, ouais, bien sûr. c'est- C'est un point hyper important pour moi parce que tu peux être l'homme le plus riche du monde, tu vois. Et Rockefeller le disait, il a fini sa vie, il était seul, triste, en mauvaise santé. c'est vrai. Et donc, en fait, il n'y a rien qui vaut le fait d'avoir une famille heureuse, euh, un couple heureux, une bonne santé. Et je suis persuadé, en fait, on peut tout avoir, tu vois. C'est juste une histoire de priorité. Et si tu mets full focus sur le business et qu'au détriment de ta famille, de ton couple et de ta santé, c'est ça sert à rien, tu vois. Parce qu'au final, si tu as de l'argent mais que tu n'as pas la santé, tu peux pas en profiter de ton argent. Ouais, je te rejoins totalement Et si sur tu as ça. de l'argent que tu peux pas le partager avec tes Non, bien proches qui sûr. t'aiment, tu vois, tu peux pas, ça sert à rien. Il te Donc sert il à faut rien. les basiques, il faut avoir tout, quoi. Et Et tu arrives à gérer entre les enfants et le boulot? ouais. Après, moi, j'ai une routine, j'ai la chance d'avoir une femme qui est hyper présente et qui m'aide Ok, beaucoup, tu vois. Elle est exceptionnelle. Donc c'est surtout par rapport à ça que j'arrive à gérer. Après, j'essaie de me lever assez tôt pour pouvoir commencer à travailler un peu le matin avant que mes enfants se réveillent. Sinon, ma routine, c'est petit-déj avec mes enfants. Ensuite, je pars dans mon cabinet, je bosse, travail créatif le matin. Midi, je mange avec ma famille. Et je fais l'après-midi, je fais un peu plus de rendez-vous, des trucs comme ça, tu c'est excellent. vois. Ouais. C'est excellent. C'est ma routine. Et après, en général, vers 16 h, je finis, j'arrête le boulot. Tu es venu en Suisse, tu es venu t'installer en Suisse il n'y a pas longtemps, je crois. Ouais. C'est un choix que tu as pris aussi en fonction, je suppose, peut-être du cadre de vie, de la sécurité. Mm. euh, Quand on est père de famille, c'est des choses qu'on Ouais, ouais. prend En en fait, compte. bah, quand on a la chance, tu vois, de bosser sur Internet, c'est quand même un privilège énorme. Et on avait le choix des pays. Et donc, on s'est dit, on va regarder un peu ce qui se fait ailleurs. Tu as hésité avec quoi? Ben, nous, on a testé plein de trucs, hein. On a vécu en Lettonie. Ok, Ma femme est russe, mes enfants parlent russe et tout. ok, Donc, c'est un pays russophone. oui. Après, on a vécu en Australie, l'Espagne et la Russie. Ah ouais, Et donc, en fait, on s'est dit, la Suisse, c'est bien parce que déjà, c'est au centre de l'Europe, c'est central, tu peux bouger comme tu veux. On aime c'est bien vrai. voyager. Tu vois, il y a un aéroport Mhm, à mhm. Genève qui est quand même assez central. Francophone, au niveau de la cadre de vie, c'est hyper important. La sécurité et fiscalité.
Tu vois, les 3 points pour moi, c'est en un, sécurité, en deux, cadre de vie, en trois, fiscalité. Clairement, clairement. Et ouais, ça cochait Ça toutes les cochait cases. toutes les cases. Ouais, Et donc, du coup, t'es là pour un moment. ouais ben, on verra, hein. Excellent. L'Australie, t'es resté combien de temps? Parce que En pour le coup, moi, Australie. j'y suis resté, j'y ai vécu aussi un an. Ah ouais? Ouais, T'étais où? Sydney. Ah ok, super. Incroyable. Alors, c'était un moment, mais ouais, j'en C'est garde des souvenirs. c'est sympa l'Australie, Ouais, hein, c'est c'est un beau c'est pays. l'aventure. Nous, on était à Melbourne, parce que moi Donc, j'ai de c'est la pas famille loin. là-bas. Ouais. Et donc, du coup, on a profité un peu d'aller voir la famille et de voir comment ça se passait. Après, le truc, c'est que c'est quand même, en termes de décalage horaire, c'est hyper loin. Bien sûr. Et puis bon, il faut vraiment s'installer là-bas, c'est pas évident, quoi. Ouais. Mais il y a Donc, 300 jours de soleil par année. ouais, c'est vrai. Après, ça dépend où t'es. Melbourne, il y a des nuages quand Il même. y a un petit, ouais, Sydney, c'est un petit peu plus ensoleillé. Ouais, ouais, Mais j'en non, garde mais d'excellents le souvenirs. cadre de vie est bon là-bas. Ouais. Bon, bah, tu y retournes. Si Mm. t'es de la famille, ça veut dire que tu y Ouais, ouais, retournes. ouais, on y va de Excellent. temps en temps, ouais. Mais Excellent. bon, quand tu vas, en fait, il faut. Toi, avec les 3 enfants et tout, Ouais, c'est de il faut, l'organisation. ouais, C'est de 24 la- heures de vol. C'est pas Excellent. évident, quoi. Et du coup, je sais que t'es parti à Vegas il y a pas longtemps Vegas, et ouais. que tu étais à un événement euh, super connu qui regroupe tous les infopreneurs euh, de référence. Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. Ouais, ouais, j'étais au FHL, c'était le dernier FHL, donc Funnel Hacking Live. Ouais, C'est un événement qui est organisé par ClickFunnels, Russell Brunson, le fondateur, c'est juste. qui, en termes de marketing, c'est intéressant parce que tu as plein de têtes d'affiche qui viennent, ils montent sur scène, transmettent leurs compétences et tout. Et moi, je suis allé là-bas Il dure principalement. combien de temps c'est sur combien de C'était sur jours? 3 jours, je Sur crois. 3 jours, hein. Ouais, Ok. c'était sur 3 jours. T'as fait les 3 jours? Ouais, ouais, 100%. Moi, j'étais dans la salle tout le temps. Ouais. Je notais tout ce qu'il Premier y de la avait classe. à fond. C'est trop intéressant. Parce que même s'il y a des concepts que tu as déjà entendus, tu vois, Ouais, c'est super important de ouais, c'est les clair. remémorer et tout, de tout noter. Donc, ouais, et puis surtout, c'est une masterclass quand ils montent sur scène, les Américains, en Ouais, ça termes de doit être monstrueux. storytelling, c'est un truc de fou. Ouais, ils sont trop forts, super créatifs. Donc, c'est inspirant de voir On ça. dit on dit qu'ils ont 10 ans d'avance sur nous en termes de marketing. Ouais, C'est mais un mythe c'est ou même c'est pas en vrai? termes, c'est même pas en termes de combien d'années d'avance et tout. C'est juste que c'est vraiment une autre mentalité. Tu vois, quand eux ils font du marketing, ils ont des réflexes que nous on n'a pas, quoi. Et après, c'est vrai que le marché est plus avancé Bien sûr. dans le sens sophistication du marché, tu vois. Ouais. Eux, ils ont par exemple, le mécanisme unique. C'est des trucs qui ils sont hyper travaillés là-bas. Ils savent comment se différencier d'un marché, ils savent comment parler en termes de storytelling. Ils vont pas te vendre les features de produits sur un spreadsheet en disant ouais, au niveau de la logique et tout. Non, c'est storytelling à fond. Ils savent créer des émotions. Ouais, si tu veux te lancer sur le marché américain, il faut être solide, quoi. C'était vraiment, ça t'a vraiment, ces 3 jours, ça a été un accélérateur, ça t'a apporté? Bah, moi, c'est inspiration, Ok. inspiration, tu vois, parce que déjà, je suis monté sur scène, j'ai Ouais, embrassé excellent. Russell Branson et tout, Ouais, c'était un truc excellent. que j'avais envie de faire depuis longtemps. J'ai récupéré mon award. Après, c'est aussi le fait de rencontrer des entrepreneurs là-bas. Il y a des mecs qui font 100 millions par an Ouais, et tu peux leur parler comme ouais, si c'est c'était dingue. ton pote, tu vois. Ça, c'est vraiment la dimension Mm. d'Internet. Ça, c'est un Ouais, truc que tu trouves que dans le digital. ouais. C'est-à-dire des mecs super accessibles, qui payent pas de mine et Mm. qui font des scores américains et des chiffres exorbitants, quoi. Ouais, ouais, c'est un truc de fou. Il y a vraiment cette mentalité là-bas où les mecs qui font beaucoup d'argent, ils viennent et ils transmettent en retour, tu vois. Le pay forward. Ils Ouais, ont vraiment cette mentalité-là ouais, de, bah, en fait, ils se reconnaissent en toi, tu vois, quand ils étaient 10 ans en arrière. ouais, Et ouais. ils voient en toi un peu Ce qu'eux, ils étaient ce à que tu peux l'époque. devenir, Ouais, tu vois. Ils voient ouais. ton potentiel et donc ils te transmettent des secrets comme ça, tu vois, sans rien attendre en retour. Et Ouais, ils tu sont. ressens vraiment ça. C'est pas un mythe. Ouais, Comme moi, j'ai pu parler avec Ty Lopez, avec Prince EA, qui était un gars hyper connu sur YouTube, ouais, je vois qu'ils des Myron Golden, enfin, il y en a plein que ils sont j'oublie, tu vois. super accessibles, tu peux les Ouais, ouais, approcher et ouais, tout. tu Oui. les approches, tu parles avec eux, ils te Ouais, donnent des conseils. J'ai carrément interviewé Ty Lopez en direct, tu vois. excellent. Alors que c'est un gars qui génère Ouais, à son top, il fait 400 millions par an, vente de ouais, formation, ouais, c'est coaching monstrueux. et tout son écosystème. C'est vraiment un mec Ouais, c'est. hyper. Il pourrait être arrogant, tu vois. Mais non, il vient, il répond aux questions. Il est en mode vraiment, il joue le jeu à fond, quoi. Ouais, mentalité outre-Atlantique, c'est différent. Ouais, ils sont Ils ont super une forts. autre, ils ont une autre mentalité. Et c'est quoi vraiment qui a été t'es revenu, alors c'est qui la personne qui t'a le plus Inspiré? inspiré là-bas, qui t'a le plus Moi, ça apporté? reste, euh, moi, ça reste Russell Brunson. Ok, C'est vraiment un mentor pour moi. ouais. Parce que, T'as pu échanger avec lui? non, non, c'est pas possible d'échanger avec lui. Mais
dans sa manière déjà d'être, tu vois, tu ressens son énergie. Et c'est un gars avec qui je match directement. Ok. Déjà, il a 5 enfants, il est très orienté famille. Ouais. Et l'impact qu'il a eu dans le monde, ce mec-là, c'est juste énorme. Mhm. Parce qu'en créant, tu vois, son software, puis en faisant des events tout le temps, le niveau marketing qu'il a, le niveau créatif et tout, tu sens que c'est un gars, c'est un introverti. Quand il monte sur scène, c'est pas, il n'est pas en train de De sauter, faire de le hurler et show, tout. ouais. Mais quand il parle, quand il raconte une histoire, c'est poignant, quoi. Ouais. Là, par exemple, il racontait comment il a vécu la, l'arrivée de ClickFunnels 2.0. Tu Mhm, vois, mhm. ils ont lancé la deuxième version de ClickFunnels il y a 3 ans, je crois. C'était un gros flop. Ils ont perdu beaucoup de clients parce qu'il y a beaucoup de bugs. Il a raconté en fait ce qui s'est passé en back-end, pourquoi ça a été le scandale, quoi. Et il a expliqué que au moment, au pic de ClickFunnels, quand ils ont reçu une offre de rachat de 220 millions, il me semble. Donc ça faisait 110 millions par cofondateur parce Mhm, qu'ils étaient mhm. deux. Et ils ont refusé l'offre. Ils ont décidé de refuser l'offre. Et à ce moment-là, il y a le CEO de l'époque qui est tombé malade, tumeur au cerveau. Ok. Et en 3 mois, il est décédé, le mec. Et c'était son meilleur pote à Russell. Et donc, il a vécu la déchirure de père de son pote, de reprendre le poste de CEO, alors que lui, c'est un mauvais manager. Donc, il Ah, a dû manager. Ils ont embauché, je crois, 400 personnes en l'espace de 6 mois. Et donc, il a dû manager toutes les personnes, sachant que c'était pas structuré, tu vois. mhm, mhm. Et c'est pour ça qu'ils ont lancé en fait une version en retard qui n'était pas du tout à jour. Et ils ont perdu beaucoup de monde. Donc, en fait, quand je me mets à sa place, tu vois, il raconte son histoire, je me dis, oh, Ouais, c'est. incroyable, la douleur, tu vois. Ouais, Et donc, nous, on voit, tu sais, sur les réseaux, le fait que c'est beau, tu as l'impression que c'est c'est facile ça. pour tout le C'est monde et ça. tout, que tout le monde sait ce qu'il fait, alors qu'en fait, tu navigues à vue. Ouais, t'as Et aucune idée de en ce fait, que. la vie, elle te donne des leçons tous les jours, tu vois. Carrément. Tu as l'impression que tu es arrivé, alors qu'en fait, il y a une claque qui t'attend au tournant, tu vois. Bien sûr. Donc, il faut toujours savoir rester humble aussi. Et en fait, ça te permet, quand tu vas dans ce genre d'univers, ça te permet de voir le potentiel, pas du marché français, parce que je pense pas qu'on ira un jour à ce niveau-là, mais de voir ce qui est possible. Tu vois, c'est inspirant en fait de voir ce genre de Clairement. personnes-là qui se Clairement. relèvent et tout. Et le mec, il vient sur scène, il fait une offre à 1 million de dollars avec un nouveau projet et tout. Et les gens, ils achètent et tout. Et tu es là, putain, c'est un autre monde, quoi. Ouais, c'est un truc de fou. Donc, ouais, ça fait, C'est un ça truc fait de du fou. bien, en fait, T'es d'être revenu dans ces avec univers-là. des tips, vraiment, mais je parle de tips techniques, Technique, bah, pour moi, c'est des surtout stratégies. surtout le storytelling, tu vois. Ok. Après, en termes de création d'offres, Ouais. je pense qu'ils sont assez avancés aussi. Ok. Sur le modèle low ticket aussi, il y a beaucoup de choses à copier chez eux. Mais Ouais, la ouais, je réalité, dirais, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui se fait ici est basé sur le modèle ouais, il y a beaucoup de choses qui sont américain, hein. importées. Après, tu peux pas importer les choses qui marchent aux États-Unis telles quelles, parce que ça marche pas en France, on n'a pas la même culture. Ouais. Mais il y a des choses que tu peux bien adapter en fonction en fait, de ton marché, quoi. Moi, un truc que je retiens, parce que je suis allé là-bas aussi au moment où je lance ma personal brand et tout ça, donc j'ai retenu plein de trucs de comment lancer une personal brand. Notamment, un truc hyper important, c'est quelles sont tes convictions qui sont en contradiction avec le marché actuel et arriver en contradiction avec un marché. Donc quand tu viens, tu essaies d'être en désaccord avec ce qui se dit, tu vois, et à avoir une vraie conviction par rapport à ça. Une fois que tu arrives à avoir ça, en fait, tu as l'attention du marché. Et après, tu peux faire ton offre. Ouais, je vois ce que tu veux Et dire. donc ça, pour moi, c'est hyper important. Donc d'arriver à se différencier sur un marché Mm. concurrentiel et après savoir raconter une histoire. Ouais, ils sont très forts Ouais, pour ça, les Américains. Ils sont imbattables en termes de ouais, storytelling. ouais. Ils ont cette faculté à capter l'attention quand ils racontent un truc. Ouais, c'est clair. C'est Chaque assez. concept, il y a une histoire. Ouais, Et un mec comme Prince E A, par exemple, quand il ouais, monte sur scène, 30 minutes de présentation, il y a 30 histoires. ouais, C'est une c'est dingue. histoire, ils enchaînent que des histoires. C'était Et, fou euh, furieux. et tu vois pas le temps passer, tu vois, Non, c'est carrément. c'est bien fait et Ouais, tout. ouais. Et donc, ouais. Après, lui disait pareil, si tu veux des tips techniques, il parlait des hooks, comment faire des bons hooks et tout. Le plus important, c'est d'avoir un hook visuel. Hook visuel plus hook verbal. Après, il y a plusieurs types de hook verbal. Tu as par exemple Mm. le contrarian hook ou alors fausse méthode, des trucs comme ça. Et tu tiens un truc dans la main qui est en relation avec ce que tu dis. Ça fait hook visuel plus hook verbal. Et lui, il disait c'est hyper important en fait, à chaque fois que tu as un truc dans la main, quoi. Ouais, carrément. Carrément. Je voyais hier, j'ai vu hier une de tes stories. Il y a quelqu'un qui t'a posé une question qui disait est-ce que tu penses que c'est trop tard pour se lancer Ouais, ouais, les ouais. marchés sont saturés. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Mm. Moi,
C'est aussi des questions qu'on me pose régulièrement. Ça empêche beaucoup de gens de se lancer. Les gens pensent que c'est trop tard. Toi, c'est quoi ton Mm. avis par rapport à ça? Tu penses que... Parce qu'effectivement, la réalité, c'est Mm. que les marchés aujourd'hui, c'est vrai que les niches beaucoup de niches sont saturées. Enfin, que ce soit le make money ou le développement personnel ou le marketing digital, il y a Mm. vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. Qu'est-ce que tu réponds à Déjà, quelqu'un qui veut se lancer? pour moi, il faut faire un zoom recul pour voir un peu l'industrie dans laquelle on est. C'est une industrie qui est en pleine croissance. Il n'y a pas d'autre industrie Tu parles de quelle industrie? L'industrie du coaching? l'industrie de la création de contenu, du coaching, de la vente de De la formation, presta, ouais, produits digital, éducation en ligne, e-learning, enfin tu l'appelles comme tu veux. carrément. Tout ce qui est sur le digital, même le e-commerce, tu peux l'inclure aussi dedans. Ouais. Et c'est une industrie qui est en pleine croissance. Euh, Aujourd'hui, on est sur un marché qui est naissant, puisque ça fait une quinzaine d'années voilà, qu'il y a cette industrie qui commence à Ouais. prendre ses marques. Donc on n'est pas sur un marché qui est encore à son pic, ni saturé, loin de là, tu vois. C'est surtout qu'il y a un transfert de richesse qui est en train de se faire, c'est-à-dire toutes les écoles de commerce, par exemple même les universités, etc., qui formaient avant les jeunes, aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui se forment en ligne. Et ça va être le cas dans les prochaines années. Notamment aux États-Unis, on voit euh, les, euh, le marché des universités aux États-Unis est en décroissance pour la première année. Ok. Et ça, en fait, c'est le marché du e-learning Qui est en expansion. qui est en pleine croissance Ouais. par rapport à ça. Donc il y a un vase communicant qui se joue. Et après, on sait que voilà, c'est une industrie à 1 milliard par jour aujourd'hui. Et en 2034, dans 9 ans, il y aura une croissance de 30%. C'est Donc il y a énorme. encore beaucoup de place. C'est pas du tout un problème, le fait d'avoir un marché saturé. C'est plutôt faire de la qualité. Comment est-ce que toi, tu arrives à te différencier sur un marché qui est saturé? Donc c'est jamais la niche le problème, c'est comment est-ce que tu l'attaques. Et après, il faut avoir les bonnes méthodes et voilà. Et il faut reprendre ce qui marche, quoi. Se Ok. faire accompagner et aller plus vite que les autres. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense effectivement qu'il y a encore plein de choses à faire et que c'est vraiment le fait de se différencier qui va être important, Ouais. plus qu'autre chose. On en parlait d'ailleurs avant le podcast en venant ici, euh, sur le fait qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ça va être compliqué de continuer à vendre de l'information et uniquement de l'information. C'est-à-dire que, que, que le moyen, enfin, le modèle qui, je pense, à terme, va être incontournable, c'est effectivement le fait de pouvoir créer de la confiance, ce rapport de confiance entre toi et ton client. Et je pense que ça aura plus de valeur que l'information elle-même. Ouais, c'est clair. Bah, aujourd'hui, c'est ce qui a de la valeur, c'est à quel point est-ce que tu arrives à créer une connexion avec une audience en parlant de ton histoire. Et c'est pour ça que c'est important de savoir raconter une histoire et de savoir développer une personal brand aussi. Parce que en gros, ton client, il va pas acheter une formation chez toi, il achète l'émotion que toi tu transmets et il achète ton histoire et qui tu es. S'il a les mêmes valeurs, les mêmes convictions que toi, parce que tu les as partagées sur les réseaux, alors ce sera beaucoup plus facile de vendre et il va acheter chez toi parce qu'il se dit, lui, je lui fais confiance, il va pas m'arnaquer, quoi. Et donc, c'est ça que tu dois véhiculer sur les réseaux. Ouais, c'est Et c'est super ça que les gens important. achètent. Ils Super achètent une important, assurance, ils achètent ton expérience et ils croient en toi, quoi. carrément. D'où l'importance du personal branding. On en parle souvent, on entend beaucoup parler de personal branding. Et des fois, on l'associe mal aussi. C'est mal interprété. Les gens pensent, c'est gravé un petit peu dans l'inconscient collectif des gens que le personal branding, c'est forcément du fast life ou du lifestyle tous ces trucs qu'on voit sur les réseaux sociaux, alors que pas forcément. Vraiment, personal branding, c'est super important. Et enfin, il n'y a pas forcément besoin que ce soit ce prisme-là. Mm. Et sur ça, je te rejoins aussi, puisque on Ouais, en t'as parlait pas tout à l'heure. besoin. C'est hyper important de rester authentique et de transmettre vraiment qui tu es sans forcément copier un tel ou chercher à t'inventer un Ouais, 100%. personnage. Ça marchera pas en fait de copier, ça peut marcher au début, mais si tu veux vraiment te démarquer, tu dois trouver qu'est-ce qui te fait ton avantage compétitif sur le marché. Et par rapport à ça, tu te positionnes et tu prends des positions sur des croyances qui sont sur le marché. Après, on a tous une personnalité qui est diverse, on a multiples facettes, Ouais, et tu dois choisir en fait ce que tu veux montrer sur les réseaux. C'est pas obligé d'être 100% transparent, ça veut rien dire, tu vois. Mais tu construis ta personnalité sur les réseaux en fonction de qui tu es. Ça te demande beaucoup moins d'efforts et t'attires les bonnes personnes, des personnes qui te ressemblent, quoi. je suis totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi, Olivier. Merci. On arrive gentiment à la fin de ce podcast. Par contre, j'ai un quiz.
Et Ah, j'ai quelques questions à te poser. J'aimerais bien. allez, tu vas pas me prendre en Euh, traître? non, je vais pas te prendre en traite. Je te pose quelques questions. Tu as deux réponses. Tu réponds juste euh, celle que tu veux. OK? Allez, Alors, let's go. Dropshipping ou infoprenariat? infoprenariat, 100%. La niche du développement personnel ou du make money? Ah, ça dépend de ce que tu aimes faire. Ah, il me faut une réponse. Make money. Make money. Euh, Lead magnet gratuit ou lead magnet payant? Ah, payant, 100%. OK. Stratégie organique ou stratégie payante? Ah, si je devais choisir le payant. Le payant. Ouais. 1 million tout de suite ou 5 millions dans 5 ans? 1 million tout de suite. Donc ça, après, tu peux camper. J'investis Sucré dans ou ma personal salé? brand. Sucré ou salé? Je suis plutôt salé, moi. OK. Et tu es plutôt focus sur le volume ou sur la qualité? Qualité. Qualité? Ah, tout le monde répondra à ça, mais si tu peux faire les Bah, deux, c'est encore si mieux, tu peux quoi. faire les deux, OK. Mais si tu devais Mais vraiment ouais, de privilégier toute façon, un, il faut commencer par faire du volume, surtout quand tu commences à créer sur les réseaux et tout ça. OK. Il faut tester plein de trucs, tu vois. Puis après, tu trouves ce qui est bon pour toi et puis tu fais de la qualité, tu descends en profondeur dans la qualité. Bon, bah, excellent. Écoute, on a fait le tour. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. C'était vraiment super sympa t'avoir rencontré, puisqu'on Merci s'était à jamais toi. vu. Et j'espère que tu reviendras. Bah, avec plaisir, hein. Et je te dis à très bientôt. Merci. Merci Olivier. Ciao.